fin de la journée. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour m'écouter une quarantaine de minutes. Je voulais aussi m'excuser par rapport à la petite incompréhension entre National Instruments et Saphir par rapport à la langue dans laquelle se ferait la présentation. Je vais la faire en français. Je vais essayer de parler pas trop vite pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le français, puis n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez une question à propos de ce que je fais. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Olivier Jourdan. Je travaille pour la société Saphir depuis 13 ans maintenant et je suis architecte certifié LabVIEW. Avant de parler du sujet qui nous intéresse, je vais juste prendre 2 minutes pour vous présenter la société, la société pour laquelle je travaille. Donc Saphir, c'est une société qui est créée en 1989, donc on a 25 ans, on a fêté nos 25 ans cette année. On est partenaire Gold avec National Instruments. On est 21 personnes, dont 15 développeurs certifiés, CLD, CLA. Et on est basé en France. Donc entre Chambéry et Grenoble, en gros à 1 heure de Genève et à 3 heures de Berne en voiture. Nos compétences, c'est surtout l'acquisition et les traitements de signaux. On va travailler pour le pilotage de bandes test, la supervision, contrôle de qualité en chaîne de production, les systèmes embarqués, les clients serveurs, donc les applications un peu complexes. Et dans des domaines qui sont l'application sur mesure, on travaille sur cahier des charges pour nos clients, et l'expertise et l'accompagnement, ça représente 80% de notre plus de 80% de notre chiffre d'affaires. On est également centre de formation agréé par National Instruments France, donc sur la région Rhône-Alpes, donc on donne l'ensemble des formations au catalogue de National Instruments, et on fait aussi des formations sur mesure. Et puis, donc ça représente une dizaine de pourcents de notre chiffre d'affaires, et on a une activité qui en termes de chiffre d'affaires représente 2-3% de notre chiffre d'affaires, qui est les toolkits LabVIEW. Donc on a toute une gamme de produits que vous pouvez trouver sur le LabVIEW Tool Network, produits payants sur les bases de données et communication Modbus, mais aussi 2 toolkits gratuits, dont notamment des custom probes que vous pouvez installer et utiliser pour vos développements. Cette année a été pour Saphir une année un peu spéciale parce que nous nous sommes associés avec Calimatest, qui est une société suisse, pour former QMT Group. Cette association nous permet de proposer, les 2 sociétés ont la même base technologique, connaissance du monde National Instruments, et Calimatest a une spécificité plus sur la vision, spécialiste vision, Saphir spécialiste traitement du signal. Ça nous permet de proposer à nos clients une offre plus large pour répondre à leurs besoins sur leur projet. Je vais maintenant passer au sujet qui vous intéresse, à savoir la programmation orientée objet. L'objectif de la présentation ici est de vous montrer comment la programmation orientée objet peut vous permettre de développer des applications plus évolutives qu'avec les technologies, on va dire, classiques utilisées dans l'avion. Je vais commencer par faire un petit historique et lister les bénéfices attendus par la programmation orientée objet, par l'utilisation de la programmation orientée objet. Et puis on va étudier un cas concret. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Montrer quelques exemples d'applications réelles qui utilisent la programmation orientée objet qu'on a pu développer à Saphir. Puis finir sur les perspectives qu'on peut avoir avec l'utilisation de la programmation orientée objet. Historiquement, ce qu'il faut voir, c'est que le concept de programmation orientée objet apparaît dans les années 50. C'était quand même il y a assez longtemps, d'un point de vue technologique, c'est la préhistoire. En 1960, on a les premiers langages orientés objets qui apparaissent. Et puis, dans les années 90, on a une adoption généralisée de la programmation orientée objet dans les langages tels que Java, C++, etc. Il faut voir que LabVIEW, première version, apparaît fin 89, début 90. Et LabVIEW, à l'origine, n'a pas un langage de programmation orienté objet. En 94, on a un toolkit
développé par une société tierce qui s'appelle Group, le toolkit, et qui permet d'ajouter à la view des fonctionnalités objets. Et uniquement en 2006, donc plus de 15 ans après la première version de la view, National Instruments ajoute dans la version 8.2 de la view réellement des capacités de programmation orientée objet au sein du langage de programmation. Donc c'est quelque chose qui est assez neuf, on va dire, dans le monde de National Instruments. À moins de 10 ans. Alors, quels sont les avantages que l'on attend de la programmation orientée objet? Faciliter l'ajout de fonctionnalités, faciliter le travail en équipe, gagner du temps lors des développements et surtout améliorer la maintenabilité du code. Ça va découler des 3 premiers points en fait. Donc pour démontrer et faire toucher du doigt ce que peut apporter la programmation orientée objet, ce que je vous propose c'est d'étudier un cas, on va dire, assez typique. J'ai une application qui doit être capable de récupérer des données en provenance de divers appareils, mais qui passent par des liens de communication différents. RS-232, GPIB, USB, etc. Donc l'exigence de mon application, c'est lire pour chaque instrument un identifiant, un numéro de série, une valeur mesurée. Et puis surtout, pouvoir ajouter facilement d'autres instruments. Si je n'utilise pas l'objet, une solution classique, basique, rapide qu'on peut mettre en œuvre, c'est utiliser une structure case, et puis pour chacun des instruments avec lesquels je veux communiquer, je vais ressortir les informations que je souhaite, et puis la dernière valeur lue. Alors, c'est bien, c'est rapide, c'est la view, c'est ce qu'on apprend à faire au départ quand on débute dans la programmation avec la view. C'est modulaire dans le sens où je vais faire un VI par instrument. Par contre, ça a quand même de gros défauts. C'est que si j'ai 2 instruments qui sont très proches, je vais dupliquer le code, par exemple, d'initialisation ou de libération de mon instrument. Pire, je vais peut-être, pour quelque chose qui pourrait être fait de la même manière, je vais faire 2 solutions différentes. En termes de maintenabilité, de test, c'est pas forcément très, très bon. Donc la solution n'est pas géniale. On pourrait éventuellement améliorer en disant je vais séparer ma tâche d'initialisation, ma tâche de lecture des informations, ma tâche de libération du matériel en 3 phases pour éventuellement reprendre pour un instrument qui aurait la même manière d'être initialisé, reprendre le même VI. C'est un peu plus modulaire, c'est un peu plus évolutif. Par contre, au niveau maintenabilité, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne solution parce que entre l'init, le read et le release, on risque de devoir passer des informations. Ces informations, on va les faire passer, forte chance qu'on les fasse passer par un fil, un cluster. Admettons que dans ce cluster, il y ait les informations pour un instrument. Et quand je vais rajouter 2, 3, 4, 5 instruments, je vais peut-être me retrouver avec un code comme ça. On imagine sur une vraie application avec des sous-VI, ça peut faire pas mal de fils. Si jamais je remets toutes les données dans le même cluster, ça peut être un cluster qui va vite devenir ingérable. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la programmation orientée objet pour répondre à cette problématique. Donc, dans cet objectif-là, on va essayer de penser notre application sous forme d'objet. Et puis, surtout, on va profiter de fonctionnalités amenées par la programmation orientée objet. Et ça va pouvoir nous faire gagner pas mal de petits avantages par rapport à une programmation classique. Donc, je vais vous présenter quelques concepts qui sont liés à la programmation orientée objet. Le premier concept, c'est l'encapsulation. En gros, les données que je traite pour chaque instrument vont être contenues dans une classe. Donc on va définir une classe qui aura des données et des fonctions qui vont pouvoir jouer sur ces données, venir les modifier, récupérer, faire des choses.
Donc je vais définir cette classe, et dans mon code, en fait, ce que je vais utiliser, ça va être des objets. Et les objets vont être, en fait, une instance de la classe. Donc je vais pouvoir avoir un objet qui concerne un multimètre, qui aura un nom, un numéro de série spécifique, une balance, une sonde de température, etc. Donc je vais pouvoir gérer plusieurs objets. Et les données qui sont liées aux objets, elles vont être liées à la classe. C'est-à-dire que le niveau d'accès aux données sera privé. On va pouvoir définir comme ça, pour les fonctions qui sont liées à ma classe, un niveau d'accès public-privé. Et ça va nous permettre de mieux gérer notre code. Je vous propose de passer à une première démo pour vous montrer en gros comment on retrouve ces objets-là dans la vue. Je n'ai pas demandé qui a déjà programmé objet en LabVIEW. D'accord, ok. Donc ici, j'ai mon projet qui a disparu. Excusez-moi. Voilà. Donc, j'ai la face avant de mon petit programme de test qui va me permettre de sélectionner un instrument, de demander une lecture, et puis, pour le moment, dans le code, j'ai rien. Donc, je vais retourner sur mon projet, et puis, ici, je vais voir quelque chose. Si vous n'avez jamais fait d'objet, vous n'avez jamais dû voir ça, vous avez un petit cube bleu. Ici, c'est la définition de ma classe. Donc, je vous ai parlé de classe. Je vais retrouver ma classe ici. Je vais retrouver mes données liées à ma classe ici. Ni plus ni moins, je retrouve un cluster. D'accord ? Une structure de données bien connue en LabVIEW. Et mes fonctions, je vais les retrouver sous forme de VI. Ici, l'icône est un peu différente de d'habitude. On voit que, ici, mon VI, si je l'ouvre, il ne se nomme pas simplement mon VI.VI, mais le nom de ma classe, le nom de mon VI. Donc le VI appartient à la classe. C'est indiqué à ce niveau-là. Donc pour chacun de ces, pour cette classe, je vais aussi donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc là, elle a été définie dans le projet, et maintenant je vais l'intégrer à mon code. Pour ça, je vais déjà créer un objet, tout simplement en faisant un glisser-déposer de ma classe dans le projet. Et ici, j'ai un objet. Donc j'ai une instance de ma classe. Maintenant, pour pouvoir jouer sur les données de cet objet, je vais simplement utiliser les fonctions de ma classe. Donc, je vais récupérer ici une fonction d'initialisation, une fonction qui permet de récupérer les informations de l'instrument, une fonction de lecture et une fonction release qui va me permettre de libérer l'instrument une fois utilisé. Donc, je connecte. Voilà. Je connecte mon objet en début. Et si je viens exécuter, quand je vais faire un read data, je vais avoir 0 en data lu, et puis ici, en fait, identifier to be defined, c'est un number to be defined. En fait, ma classe instrument, elle n'est pas liée à un instrument, elle est, on va dire, abstraite, il n'y a pas d'instrument réellement lié. Il va falloir que je développe des classes qui vont être liées à chaque instrument. Au niveau de l'encapsulation, le dernier point que j'ai mentionné dans mes slides, c'est le côté protection de l'accès aux données. Comment on voit ça d'un point de vue pratique? Si j'ouvre un VI ici de ma classe,
je vois que pour accéder aux données que j'ai mis dans le cluster, dans l'objet, j'utilise la fonction unbundleByName et je récupère les informations qui m'intéressent. Si je fais ça, je vais copier ma fonction et que j'essaye de récupérer ces infos-là au niveau de mon VI principal. Là, la view m'interdit de faire cette connexion. Pourquoi? Parce que, si je regarde l'erreur, la view va me dire que je n'ai pas le droit d'utiliser cette fonction parce que je suis sur un accès privé. J'ai exactement le même fonctionnement. Si je prends ici une fonction qui a été déclarée privée, on le voit parce qu'il y a une petite clé rouge au niveau du VI. Si j'essaye de l'utiliser au sein de mon VI principal, vous voyez que j'ai déjà, même si je câble les entrées, j'ai déjà une flèche brisée qui me dit vous ne pouvez pas utiliser ce VI ici. Donc, il ne faut pas voir ça comme une limitation des possibilités, mais plutôt comme un contrôle de l'accès aux données qui va vous permettre de mieux gérer le debug, parce que c'est forcément au sein des VI de la classe que vous avez des modifications de données. Donc voilà pour la partie encapsulation. Maintenant, j'ai pas réellement codé quelque chose qui va me permettre de communiquer avec un instrument. Pour pouvoir faire ça, je vais introduire un deuxième concept qui est l'héritage. L'héritage va nous permettre, à partir d'une classe qu'on va appeler mère, de faire hériter des classes filles qui vont bénéficier des fonctions et des données de la classe mère et qui vont pouvoir ajouter éventuellement des données ou des fonctions pour leur propre fonctionnement, pour leur propre utilité. Et également, éventuellement, modifier un fonctionnement. Donc ça, si je prends l'exemple qu'on mène depuis le début de la présentation, j'ai par exemple défini une classe pour les instruments série, une classe pour les instruments GPIB. Donc déjà, si je regarde les données, ben forcément sur l'instrument série, je vais avoir un port com, une vitesse, un bit de stop par exemple, que je n'aurai pas sur le GPIB. GPIB, j'aurai que l'adresse GPIB. Par contre, ben, je vais retrouver comme données l'identifiant, le numéro de série, la dernière valeur lue. Et puis si je regarde mes fonctions, là, je peux voir que j'ai besoin des mêmes choses. Mais il faut peut-être se poser la question si le initialisé d'un instrument série sera le même que le initialisé d'un appareil GPIB. Donc en faisant cette analyse, je me rends compte que j'ai des données qui sont identiques, j'ai une fonction qui elle aussi va être la même pour les deux appareils. Donc je peux créer une hiérarchie en créant une classe instrument et deux classes série et GPIB qui vont hériter de la classe instrument. Avantage, tout ce qui est dans ma classe mère, je n'ai pas à le recoder pour mes classes filles. Donc je vais éviter de dupliquer du code. Si j'évite de dupliquer du code, je limite aussi mes tests. Ce qui marche pour cette fonction, si je rajoute une autre classe, ben, logiquement, il n'y a pas de raison que ça dysfonctionne. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on va se retrouver avec 2, 3 VI qui vont s'appeler de la même manière, mais qui ne vont pas faire la même chose. Donc comment l'APIO va gérer ça? J'introduis un dernier concept, deux derniers concepts, qui sont la redéfinition et le dispatch dynamique. Donc la redéfinition, ça va être la capacité de modifier le comportement d'une fonction. Ma fonction initialisée,
elle ne sera pas la même pour le GPIB et pour le série. Donc je dois pouvoir le modifier. Et ça, je vais réussir à le faire grâce au dispatch dynamique. Le dispatch dynamique, ça va permettre à la view de décider quelle fonction appeler au moment de l'exécution. Et ça, il va le faire en fonction de l'objet qui rentre à ce niveau-là. Donc, ici, déjà, première chose qu'on peut voir, j'ai une fonction build-array. J'ai pu faire un tableau avec des éléments de type différents. Normalement, un tableau, c'est que des i32, c'est que des booléens, c'est que le cluster du même type. Ici, j'ai 3 types de données différents, finalement. Je peux faire un tableau, et l'objet va changer, le fil va changer de couleur pour prendre la couleur de la classe mère. Et puis au moment de l'exécution de ma boucle for, en fait, là je vais avoir un objet qui correspond à la glent, je vais appeler la fonction lire de la glent. Deuxième tour de boucle, je vais avoir la fonction qui correspond au 34401, etc., etc. Donc ici, j'ai un fonctionnement dynamique, un choix dynamique de la fonction qui est appelée. D'accord? Ça, c'est un peu de la magie, c'est quand même assez puissant. Et c'est intéressant. On pourrait faire la même chose en disant, bah, je prends un cluster, et puis je mets un structure case, et puis j'appelle ce code, ce code, ce code. Sauf que c'est statique, il faut le coder. Quand je rajoute un instrument, il faut rajouter un case. Là, comme ça. Deuxième démonstration que je vais vous faire, c'est comment on crée une classe. Je suis parti, j'avais déjà une classe existante. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment créer une classe. Assez simple. Un clic droit sur My Computer, puis je fais nouveau, classe. Là, je la nomme. J'ai ici une deuxième classe qui a été créée. Première chose que je vais faire, puisque j'ai dit qu'elle héritait de ma classe instrument, je vais définir justement qu'elle hérite. Alors avant ça, ce que je vais faire, c'est aussi vous montrer que vous pouvez voir dans la view, vous avez habituellement vous connaissez sûrement la via hiérarchie, il y a la view classe hiérarchie. La view classe hiérarchie vous montre uniquement les classes de votre projet. Et vous voyez qu'actuellement, ma classe instrument et la nouvelle classe que j'ai créée ne sont pas liées. Et je vais aller dans les propriétés de ma classe série. Et ici, déjà, première chose que je vais faire, c'est définir l'héritage. Donc je vais faire changer l'héritage, sélectionner la classe mère, et dire à la view que la classe que je viens de créer hérite de cette classe. Je valide. Ici, vous voyez que maintenant, ma classe série hérite de ma classe instrument. Deuxième chose que je peux faire dans les propriétés de ma classe, ça peut paraître uniquement du cosmétique, mais je vous conseille de le faire, c'est modifier l'icône pour que chaque VI correspondant à cette classe possède la même bannière. Ça, vous allez vous repérer beaucoup plus facilement dans votre code. Donc là, je peux mettre série, OK, je valide. Et deuxième point qui peut être important qu'il est important de modifier, ou en tout cas de bien gérer, c'est la couleur du fil. Pourquoi modifier la couleur du fil, c'est important? Parce que quand vous créez une classe, vous créez un nouveau type de données. Et quand vous développez en LabVIEW, vous êtes habitué à ce qu'un fil vert, ça soit un booléen, un fil orange, ça soit un double, un flottant, un fil bleu, un entier, etc., etc. Donc si votre classe, vous lui donnez l'apparence d'un fil bleu, il faut s'attendre à ce que les données correspondent à ça. Donc, typiquement, il faut bien gérer la couleur, par exemple, sur tout un héritage, garder la même couleur, ou ce genre de choses, en fonction de votre projet. Mais c'est important d'y penser. Donc je valide, et puis maintenant, j'ai créé ma classe série. Maintenant, il va falloir que je redéfinisse la fameuse fonction initialiser, lire et libérer. Pour ça, je vais faire un clic droit,
sur la classe, et je vais faire new. Et là, j'ai une série d'items qui me sont proposés, dont VI for override. VI for override, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui m'indique quelles VI peuvent être définies. Je vais sélectionner le VI init. Et là, de suite, j'ai un VI qui est créé avec des error in, error out, créé, connecté, et mon entrée objet et ma sortie d'objet, série. La view va appeler le code de la classe mère, la fonction mère. Donc ça, en général, on la supprime, et puis on vient coder la fonctionnalité telle qu'on souhaite qu'elle s'exécute. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment je vais définir au niveau de ma classe mère que tel VI est à redéfinir et tel autre n'est pas à redéfinir. Pour cela, je vais revenir sur ma classe mère et je vais regarder par exemple sur le init. Et en fait, ce qui permet de dire que ma fonction va être redéfinie, c'est le réglage du connecteur de mon objet en entrée et en sortie. Ici, il y a, depuis la view 8.2, une nouvelle option pour le connecteur dans les classes, c'est Dynamic Dispatch Input. Quand vous définissez cette fonction-là au niveau d'une classe mère, les classes filles auront la possibilité, pas l'obligation, mais la possibilité de redéfinir cette fonction. D'accord ? Il faut savoir que quand vous redéfinissez une fonction, les VI doivent avoir le même connecteur, identique à l'exception de l'entrée-sortie d'objet qui correspond à la classe pour laquelle le VI a été créé, et le même mode d'exécution. Réentrance, thread d'exécution, priorité d'exécution. En général, il y a des boîtes de dialogue qui vous préviennent si jamais il y a un problème. Voilà. Alors, maintenant, je vais ouvrir, je ne vais pas coder la classe série en entier, je vais ouvrir le projet qui contient la classe série développeur entier. Et ici, donc on se retrouve comme on était tout à l'heure quand j'ai codé. Ici, j'ai un objet instrument qui appelle les fonctions de la classe instrument, la classe mère. Maintenant, moi, je veux utiliser la classe série. Pour ça, je vais créer un objet. Puis, au lieu de câbler mon objet instrument, je vais câbler mon objet série. Et là, je porte votre attention sur ces VI-là. Quand je vais les câbler, il va se passer quelque chose de magique. Dynamiquement, la view est venue appeler les VI de la fonction, de la classe instrument. C'est assez puissant. Alors, il l'a fait pour 3 VI sur les 4. Pourquoi? Tout simplement parce que le getInfo, ici, il n'est pas redéfini. Donc s'il n'est pas redéfini, la view va chercher la première fonction capable d'exécuter, qu'il est capable d'exécuter avec l'objet qui est en entrée. Si je regarde cette fonction, ici, elle fait ni plus ni moins qu'aller récupérer des informations qui sont dans l'objet. Donc pas besoin d'être défini. Donc voilà, si je remets la classe instrument, pareil, il remet l'ensemble. Maintenant, dans les avantages attendus, que je vous ai cités au départ, c'est de travailler, d'arriver à partager votre travail à plusieurs, typiquement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un collègue de me développer une classe pour un instrument GPB, une classe pour un instrument Fieldpoint. Maintenant, comment je vais l'intégrer dans mon code? C'est assez simple. Je vais faire add, file, je vais aller dans le dossier où j'ai mes classes, et je vais aller pointer ici le fichier .lvclass qui contient la définition de la classe.
il est ajouté au niveau de mon projet. Je vais venir ici. Si je câble, vous voyez que j'ai exactement la même chose, sauf que là, il appelle des fonctions de la classe GPIB. D'accord? Je vais vous montrer maintenant le projet terminé. Si je regarde le code, la seule chose que j'ai fait, c'est quoi? C'est placer une structure case au niveau de mon sélecteur d'instruments, et puis câbler ici les objets. Voilà. Petite chose à remarquer, c'est que là, à partir de là, je retrouve un fil bleu qui correspond à ma classe mère. Pourquoi? Tout simplement parce que la view, à ce moment-là, il ne sait pas quel objet il va y avoir ici. Puisque j'ai soit série, soit fillpoint, soit GPIB. D'accord? Donc, par défaut, il va me mettre les VI de la classe mère. Par contre, au moment de l'exécution, au runtime, quand je vais faire passer un objet GPIB ou un objet fillpoint, il ira appeler la bonne fonction. D'accord? Si j'exécute mon code, donc là, pour un instrument série, je vais faire une lecture. J'ai des valeurs par défaut. Instrument série, serial number série, une valeur aléatoire. Et puis si je viens prendre ici mon fillpoint, je ne viens pas lire la même fonction, je n'ai pas les mêmes informations. D'accord? Donc si je résume, une solution sans objet, ici, je rappelle, si je multiplie les instruments, je multiplie les clusters, ou alors je fais grossir indéfiniment un seul et même cluster. Avec l'objet, on peut la remplacer par ce code-là. Et ce code-là, il ne va pas être modifié par l'ajout d'instruments. C'est-à-dire que je peux rajouter 200 instruments, j'aurai toujours le même code. Et la partie structure case, ici, qu'il va falloir ajouter, si j'ajoute des instruments, les fils qui doivent être ajoutés à chaque instrument, tout passe par le même fil grâce aux fonctionnalités de la programmation orientée objet. Donc, on se retrouve avec un code qui est structuré par l'organisation en classe. Donc ça permet un meilleur travail d'équipe, une lecture plus simple quand on rentre dans le programme, si ce n'est pas nous qui l'avons développé. On a cette capacité d'encapsuler les données. La protection des données, elle vous permet, en termes de mise au point, de debug, de vous focaliser sur une partie du code, puisque vous êtes certain que la donnée qui passe dans le fil ne peut être modifiée que par la classe, donc vous savez quelle fonction modifie la donnée. Et puis, il y a un code qui est structuré par le développement des classes. J'ai demandé à mes collègues de me développer des classes GPIB, fillpoint, en leur donnant la structure, grâce à ma classe mère, donc ils savaient qu'ils devaient redéfinir telle fonction. Et puis moi, après, je les ai utilisés dans mon code principal. D'accord? Le code, il est évolutif dans le sens où si je veux rajouter une fonctionnalité commune à tous mes instruments, je vais pouvoir l'intégrer à ma classe mère. Je veux rajouter un Moyen-Âge, je veux rajouter une fonction de calibration, je vais pouvoir l'implémenter au niveau de ma classe instrument, puis après, soit il n'y a rien à faire, et puis toutes les classes filles vont hériter de la fonctionnalité, soit je vais pouvoir redéfinir pour certains instruments le fonctionnement de ce que je souhaite ajouter. Et tant qu'on maîtrise bien la structure de ces classes, au niveau du code principal, normalement on n'a qu'à jouer avec les objets
Et donc on peut faire évoluer beaucoup plus facilement le code principal sans avoir à gérer des structures case. Je vais rajouter un instrument, ici je rajoute un instrument, je rajoute juste une classe. Je n'ai pas besoin d'aller modifier le code principal. Donc ça c'est assez pratique, voire c'est assez puissant. Je trouve ça assez puissant personnellement. Maintenant, dans la vraie vie, voilà, la démonstration elle est peut-être un peu simple, voire simpliste. Il faut savoir qu'on utilise quand même ces technos dans des codes qui sont quand même assez importants. Notamment, on a fait une application pour EDF, une application de bord d'étalonnage, dans laquelle un des besoins était de pouvoir ajouter de nouveaux instruments de mesure facilement, sans recompiler tout le code, et en assurant surtout une qualité de haut niveau que nous permet de faire la programmation orientée objet, puisqu'on va vraiment jouer que sur la partie de l'instrument. Donc là, on a mis en place une hiérarchie d'héritage un peu plus évoluée que ce qu'on a vu dans la démo, où là, on a joué sur un instrument, et puis on a fait hériter en fonction du type d'instrument. Donc ici, on avait des multimètres, des régulateurs, des générateurs de température, etc., etc. Tout un tas d'instruments qu'après on a pu décliner. Donc on a 3 niveaux d'héritage et qu'on a décliné pour chaque instrument. On avait par exemple 3 multimètres différents, donc on a eu 3 classes différentes. Depuis un an que l'application tourne, on a déjà rajouté 2 instruments très facilement dans l'application. Deuxième exemple d'application, Topaz, qui concerne en fait une application que l'on vend à Saphir, que l'on utilise et que l'on vend. Cette application, son objectif, c'est d'afficher des données, de relire des fichiers de données, quelle que soit l'origine du fichier de données. Donc le besoin, c'est de pouvoir s'adapter à tout type de fichier, pouvoir proposer différentes configurations pour l'application, et surtout n'avoir qu'un seul exécutable. C'est-à-dire modifier la configuration de l'exécutable en fonction des besoins de l'utilisateur, mais sans modifier l'exécutable en soi. Donc pour ça, on a mis en place une architecture plugin. L'architecture plugin, en fait, elle va permettre de charger dynamiquement nos classes. Là, dans l'exemple que je vous ai donné, statiquement, on vient créer les objets dans le code. Ici, on va charger dynamiquement les classes et pouvoir enrichir l'exécutable au moment du runtime. Et au niveau du chargement des fichiers, donc de types différents, je vais avoir une hiérarchie d'héritage où j'ai une classe fichier et on va charger dynamiquement les classes filles qui vont gérer par exemple les fichiers CSV, les fichiers Wave, etc., etc. Donc voilà, là on a 2 exemples concrets d'utilisation de la programmation orientée objet où sans programmation orientée objet, ça aurait été plus complexe à gérer. Si vous voulez aller plus loin au niveau de l'objet, il faut savoir que, on l'a vu, c'est un concept qui existe depuis très longtemps, donc il y a énormément de modèles de conception qui existent. Vous avez le factory pattern, le singleton pattern, etc. Vous en avez des livres épais comme ça qui vous présentent des moyens d'utiliser, de répondre à des problématiques de développement en utilisant un modèle de conception spécifique. Il faut savoir aussi que l'objet dans la view a la spécificité d'être un langage par défaut by value, c'est-à-dire que la donnée passe dans le fil, c'est pas une référence. Je caricature un peu, il y a des références parfois dans la view, mais ce débat-là existe dans la communauté des développeurs. Est-ce que l'objet doit être by value ou by référence? National Instruments a tranché actuellement l'objet qui est proposé par National Instruments dans la view, c'est du by value. Il y a des moyens de faire du by référence. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis, vous avez pas mal de frameworks qui existent sur le net pour utiliser l'objet. Et puis, les architectures plugins souvent reposent sur la programmation orientée objet. Ça peut être aussi intéressant à voir.
Si vous voulez des ressources sur le NI Community, vous avez pour moi quatre groupes qui sont très intéressants, qui sont LabVIEW Development Best Practices, qui en gros s'oriente sur les grosses applications, comment gérer les architectures des grosses applications. Vous avez l'Actor Framework qui depuis LabVIEW 2013 a été intégré à LabVIEW, donc qui est une manière d'utiliser l'objet avec LabVIEW. Et vous avez deux groupes qui concernent des toolkits qui sont gratuits, que vous pouvez installer dans vos LabVIEW. Ce sont G# et le Good Development Suite qui vous amènent des possibilités de faire des classes référencées et aussi un certain nombre d'outils qui vous aident à gérer vos classes, à les créer, à créer des icônes qui vont bien, etc. Si vous cherchez de la ressource, si vous ne connaissez pas le forum Lava, c'est en anglais, par contre c'est, on va dire, le top niveau en termes de développeurs LabVIEW. Il y a des discussions qui sont très haut niveau, donc vous allez pouvoir trouver de l'information là-bas. C'est un forum qui est indépendant de National Instruments. Et vous avez également la formation objet, donc conception et programmation orientée objet, qui se déroule sur 2 jours, qu'on fait chez nous à Saphir, si ça vous intéresse, et qui est vraiment intéressante et qui aborde vraiment la partie conception et la partie utilisation de l'objet avec LabVIEW. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, on a le temps d'y répondre, pas de problème. On a une toute petite. Ouais. C'était par rapport, on a vu que quand on fait une classe phi, on peut remodifier les limites ou les liens à donner ou ces CDI-là. Du coup, par exemple, pour le RS632 GPIB, je ne vois pas ce qu'on met dans la classe mère pour limite, par exemple. Alors, le BI, qu'est-ce qu'il contient en fait? D'accord. Donc la classe mère, en gros, je reformule un peu la question hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la classe mère en termes de fonctionnalité? Pour init, par exemple. À l'init, la réponse c'est qu'en fait la classe instrument, elle est là, j'allais dire, elle est quasiment jamais utilisée, si ce n'est pour les fonctions qui sont communes à tous les instruments. Et elle est là, ces fonctions qui sont redéfinies, sont des fonctions abstraites en fait. C'est une coquille vide qui va juste définir, enfin une coquille vide qui définit quand même les entrées et les sorties, et le fonctionnement, et qui va permettre au niveau du code principal de dire comment je vais appeler les fonctions. C'est-à-dire que je vais faire l'init avant le read. C'est le squelette, mais il est important à ce niveau-là. Par contre, on n'est pas obligé de définir quelque chose dedans. Et on peut voir que, alors on ne voit pas ici, mais il faut savoir qu'on peut, au moment de la conception de notre classe, dire que cette fonction doit obligatoirement être redéfinie par une classe fille. Typiquement, il faut obligatoirement les redéfinir. Tout à fait. En fait, il y a vraiment une partie, il y a 2 parties quand on fait de la programmation objet. Il y a la conception, c'est-à-dire que je vais mettre de l'information quand je vais décider que j'ai une fonction qui est en accès privé ou public, c'est un choix. Quand je mets le dispatch dynamique, c'est un choix. C'est donner une information à la personne qui va développer la classe fille. Il ne faut pas mettre, par simplicité, tout mettre en public et tout mettre en dispatch dynamique parce que c'est le meilleur moyen de ne pas avoir une flèche brisée. Il faut bien réfléchir à pourquoi je mets en privé, pourquoi je mets en public. Par défaut, une fonction, quand elle est créée au niveau de la classe, elle est en accès public. Je dirais presque, moi je préférais qu'elle soit en privé. Et qu'on se pose la question, est-ce que je dois la rendre publique? Parce qu'à partir du moment où vous la rendez publique, ben vous autorisez son utilisation dans le code principal. Donc vous devez assurer la maintenance et l'évolution de cette fonction tout au long de la vie de votre projet. Alors que si c'est privé, c'est au sein de votre objet, c'est au sein de votre classe, c'est votre tambouille, j'allais dire. Voilà. Oui. Moi j'ai une petite question. Nous dans notre entreprise on a pas mal utilisé la librairie G#. Oui. Et maintenant, récemment, on a entendu que NA il a acheté en fait pas G#, mais l'autre, la concurrente. Oui, JDS. Oui, et je voulais savoir si vous avez des expériences avec cette librairie.
serait un peu préoccupé de ça. Tout à fait. Alors, donc la question, c'est, j'en parle d'ailleurs à la fin, il y a deux toolkits qui sont gratuits maintenant, G# et Group Development Suite, qui avant était payant, qui a été racheté par Eni, qui maintenant est gratuit. Alors, quelle expérience on a, nous, à Saphir? G#, on l'a utilisé sur des applications avec succès. Group Development Suite, depuis qu'il est gratuit, on l'a aussi utilisé avec succès. Les deux proposent des approches un peu similaires. Et est-ce qu'il vaut mieux partir sur du G# ou sur du JDS? J'ai peur, pour être honnête, que JDS ne soit pas trop suivi en termes de... Ne soit pas trop. Voilà, c'est un avis personnel, hein, parce qu'en fait, en gros, le code a été ouvert, et en gros, c'est à la communauté, j'allais dire, de régler les potentiels problèmes ou d'ajouter des fonctionnalités. Alors que G# est géré par une société suédoise, je crois. Là, le doute qui peut être permis de est-ce que la société va continuer à le développer, à le maintenir. Ça, je ne peux pas trop répondre. Le code est libre. Les deux ont un code libre. Donc je dirais que tant que Eni ne propose pas une solution, si l'usage de ce toolkit est fait pour faire de l'objet référencé, il faut prendre celui avec lequel on est le plus à l'aise. Le code étant ouvert, normalement il devrait y avoir pas de problème pour le maintenir si jamais il n'y a pas de maintenance assurée par les développeurs. Maintenant, voilà, que dira l'avenir sur l'objet dans la view de base? Est-ce qu'il va devenir référencé à un moment ou à un autre? Je ne sais pas. Voilà. Pas trop de réponses claires. Désolé. Au moins, on partage les soucis. Oui, voilà, tout à fait. C'est une question qu'il faut se poser, clairement. Juste encore une question. J'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais au niveau de performance, quand c'est programmé avec Object Oriented, jamais de souci ou quand même... Alors, le niveau de performance en termes d'accès, au niveau des dispatchs dynamiques, je suppose que là ça peut être aussi, c'est une question qui se pose souvent, si j'utilise un dispatch dynamique par rapport à un case qu'il va choisir. On n'a jamais rencontré de problème de performance au niveau du dispatch dynamique. Les problèmes qu'on a pu avoir, c'est sur des grosses architectures. Je pense, nous on utilise des classes référencées à Saphir. La majorité des classes qu'on utilise sont des classes référencées. Et sur des grosses architectures avec pas mal de liens entre les classes, on a eu des soucis de performance au niveau du build. C'est-à-dire qu'on a eu des temps de construction d'applications qui ont été décuplés, je dirais. Seulement dans la nuit alors. Voilà, oui, on arrive à avoir sur les grosses applications 4, 5, 8 heures de build. Ce qui peut poser des... Enfin voilà, il faut s'organiser, quoi, on va dire. Il faut être sûr de son coup quand on build, tout à fait. Nous, on a parfois eu des problèmes de bugs en ABU, c'est-à-dire qu'on a construit une architecture tellement complexe qu'on a dû appeler les développeurs du compilateur pour résoudre. Alors, voilà. C'est un cas extrême. Ouais, je pense que après là c'est plus... Mais avec G#, pas avec celle... Ouais, ouais, il peut y avoir des problèmes sur les grosses architectures. Ouais. Je sais qu'il y a moyen de charger une classe de façon dynamique. Tout à fait. Une fois qu'elle est en mémoire, qu'on charge plusieurs classes, elle reste en mémoire. Est-ce qu'il y a un moyen de les supprimer de la mémoire comme une clause ofference? Il faut quitter la mémoire. Mais bon, l'avantage c'est quand même sur les grosses architectures, c'est de charger uniquement les classes quand on en a besoin. Ça peut faire un gain de temps. Enfin, le chargement dynamique permet d'avoir un gain de temps au démarrage, par exemple, et de n'appeler que les classes dont on a besoin. Par contre, potentiellement, pendant le vol, si on doit en ouvrir successivement pas mal, il n'y a plus moyen de les refermer. Non, il n'y a plus moyen. Non, une fois que c'est chargé,
À partir du moment où vous chargez un VI d'une classe, toute la classe est chargée. Et elle reste chargée jusqu'à ce qu'on quitte la view ou qu'on quitte l'exécutable. Voilà. Est-ce que c'est possible de créer un UML depuis la view? Alors, il y a deux. Le G# et GDS proposent deux solutions différentes. Alors, G#, lui, s'interface avec StarUML, une application tierce qui permet de faire de l'UML. Propose le reverse engineering. Je pars d'un projet LabVIEW qui a des classes, j'en crée l'UML. Ou la programmation automatique des classes à partir d'un UML. Ce qui peut être un gain de temps assez important. Je définis toutes mes classes en termes de données et de fonctions, et il va créer les classes à la volée. Voilà. Donc ça c'est G#, et GDS, donc Group Development Suite, lui le propose intégré à la view. J'ai pas trop d'expérience avec le GDS, avec G#, j'avais déjà fait. Ça fonctionne bien. Enfin, je l'ai fait surtout en début de projet, je définis mon diagramme UML et puis je crée les classes. Bon, c'est un gain de temps, c'est automatisé, c'est pas mal. Mais de toute façon, à partir du moment où vous faites de l'objet, c'est bien d'avoir une représentation de vos classes sous forme de diagramme UML, ne serait-ce que pour la réflexion ou pour l'échange avec des collègues ou pour savoir si c'est la bonne architecture qu'on a mis en place. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin.